Alors bonjour, on se retrouve avec Richard Caron, qui est le président et fondateur de Meotech, et puis Bonjour avec Arnaud. Thibaut Cavelier, qui en est le directeur général. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour Arnaud. Arnaud. Alors merci de nous rejoindre. Vous avez contribué à cette aventure de ce livre 21 semaines pour se relever de la crise. Et donc, avant tout, je voudrais que vous puissiez nous présenter Meotech, ce que c'est et ce que c'est devenu, et justement, comment vous travaillez ensemble, tous les deux, et avec vos nombreux clients. Eh bien, Meotech, c'est une histoire qui a commencé en 2005, créée par Richard, qui est donc le fondateur de Meotech, qui après 15 ans dans le domaine du conseil, a souhaité créer sa propre structure. Et le constat qu'il avait fait à l'époque, c'était de se dire, il y a des métiers qui sont peu ou mal couverts. Dans le monde du conseil, ce sont toutes les fonctions support transverses et notamment les fonctions dites business partner. Et notamment, quand on parle de fonctions business partner, c'est toutes les fonctions liées à la gestion de projet. Et qui dit gestion de projet dit indicateur coût, qualité, délai. Et en fait, nous, notre positionnement en termes de métiers couverts par nos équipes, par nos consultants, ce sont toutes les fonctions qui ont un impact direct ou indirect sur ces indicateurs. Donc, on va retrouver de manière assez transverse les métiers de la gestion de projet. Donc, qui dit gestion de projet, ça va être PMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, gestion de projet industriel, gestion de projet de transfert industriel, et on en parlera, je pense, tout à l'heure. Une deuxième practice, au-delà de cette première practice sur la gestion de projet, qui est autour de la supply chain et des achats, qui est une grande practice chez nous, puisque ça représente 50% de notre chiffre d'affaires. Troisième activité qui va être autour de la finance et du contrôle de gestion. Et enfin, quatrième practice autour de la qualité, conduite du changement, RSE. Donc ça, ce sont nos métiers. Je suis rentré assez vite dans les métiers pour donner quelques chiffres au-delà de l'année de création en 2005. On a aujourd'hui 400 collaborateurs et on a fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière en 2020. Avec une implantation européenne, non, en plus? Ouais, alors historiquement, on est situé à Boulogne-Billancourt, donc région parisienne. Et puis en 2000, j'ai du mal avec les dates maintenant parce que c'est passé tellement vite. Je crois en 2013, on a ouvert Lyon, qui était notre première agence en région. Et puis depuis maintenant 2 ans, on a beaucoup accéléré avec une volonté qui est double, qui est à la fois d'avoir de la vraie proximité avec nos clients, d'être à proximité d'eux, donc en ouvrant de nouvelles localisations, de nouvelles agences, et puis également de permettre à nos collaborateurs d'avoir de nouvelles opportunités de pouvoir bouger. Et donc, on a ouvert Lille, Aix-en-Provence, Nantes, Bruxelles, Milan, Madrid, qui est la dernière ouverture d'agence tout récemment, puisque c'était le mois dernier. Je rajoute qu'on a ouvert Milan pendant le tout premier confinement et Madrid pendant le dernier, comme quoi il faut y croire, il faut être téméraire. Ouais, effectivement, il faut y croire. Et je crois que Bruxelles n'avait pas été ouvert un peu avant le confinement ou Alors, pas? ça a été ouvert en 2019 et clairement, l'année dernière, ça a été la grosse réussite. Ça a Ouais, cartonné. Ça c'est a ça. vraiment très, très bien fonctionné. On a fait plus de 100% de croissance en Belgique l'année dernière. C'est Ouais. Lille qui a été ouvert juste avant. Ouais, c'est Lille. C'est Lille qui a été ouvert, je crois. Exactement. Et c'est dynamique, les Hauts-de-France. Et puis, Ouais, ça on le fonctionne sait très, très bien. bien. On le Ouais. sait bien. Alors, justement, ce qui serait très intéressant, c'est d'expliquer à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent comment, je dirais, à la fois votre activité a été impactée par la crise ou on peut dire celle de vos clients et qu'est-ce que vous avez pu constater à travers ces 14 ou 15 mois absolument hors normes. Et ça, je pense que c'est très important que vous nous donniez à la fois le constat d'aujourd'hui, mais surtout l'évolution. Alors, nos clients ont réagi de manière très hétérogène. On a souvent parlé d'une situation un peu schizophrène, mais il y a des secteurs qui sont retrouvés à l'arrêt. On pense au secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du voyage, du tourisme. Et puis, il y a des secteurs qui, eux, ont connu un pic, un regain d'activité très fort dans le food, dans la pharma, dans un certain nombre de secteurs. Donc, c'était un peu deux salles, deux ambiances, avec des clients qui étaient en train de se demander si elles allaient survivre et d'autres qui se posaient la question de savoir comment produire suffisamment pour coller à l'actualité. Il y a ce même niveau d'hétérogénéité sur les métiers de la R&D, les métiers de la production, parfois, ont été un petit peu en difficulté. Et pour autant, les métiers de la supply ou même des achats ont connu des pics d'activité importants parce qu'il fallait sécuriser les filières d'approvisionnement. Il fallait mettre sous contrôle la pérennité des fournisseurs. Il fallait rebalayer les cartes sur une proximité plus importante en termes d'approvisionnement. Bref, ça a été très hétérogène, avec des comportements différents d'un secteur à l'autre, d'un métier à l'autre, d'une région à l'autre aussi.
On parlait de la Belgique, par exemple. La manière dont ils ont géré la crise n'était pas du tout la même que celle dont on a géré la crise en France. Tu pourrais nous parler de la Grande-Bretagne qui a encore géré différemment. Donc, il a fallu faire preuve de beaucoup d'écoute, beaucoup d'agilité et puis surtout, jamais perdre le moral, jamais perdre confiance. C'est ce qu'on a fait. Je vous répète, on a ouvert 2 antennes à l'étranger pendant les premiers et derniers confinements. Ouais, c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, finalement, à date, donc on est en mai 2021, c'est quoi les besoins des clients par rapport à mars 2020? C'est quoi la différence aujourd'hui? Bon, on sait que effectivement les secteurs qui ont été fermés administrativement, eux, souffrent financièrement d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas complètement indemnisés, à date en tout cas. Et on sait que ceux finalement qui sont dans les autres secteurs ont été un peu impactés au début et beaucoup ont été surpris et ils s'en sortent pas si mal. Mais aujourd'hui, on les voit, c'est quoi leur focus? Alors, il y a trois cas de figure. Il y a tirer les enseignements du passé et véritablement s'organiser, se structurer autrement. Il y a sécuriser l'avenir, remettre les gens au boulot. En fonction des secteurs, là encore, il y a des gens qui n'ont pas travaillé ou très peu depuis près de 18 mois ou qui ont travaillé dans des modes différents. Et en fait, tout le monde ne rêve que d'une chose, à la fois, c'est vrai sur le plan personnel, on rêve tous de retourner au resto, en discothèque, sur les plages, dans nos salles de sport. Mais les entreprises, elles rêvent de faire leur business comme avant, en se prémunissant de ce type de risque. Donc, il y a à la fois s'organiser autrement pour être plus agile en cas de rebond de la pandémie. Il y a remobiliser les équipes, donner du sens au travail et puis se prémunir de ce type de risque, mais aussi d'autres qu'on n'avait pas encore imaginés à ce jour et dont on sait aujourd'hui qu'ils sont probables. Alors, on s'est rencontrés, on a souvent eu des discussions passionnantes tous les trois, d'ailleurs sur la notion de chaîne de valeur qui m'est très chère et dont vous êtes des spécialistes. C'est rare d'ailleurs de trouver des spécialistes de la chaîne de valeur. Donc, en un an, on a parlé de souveraineté. Aujourd'hui, on parle davantage peut-être de vulnérabilité sur un certain nombre de choses, d'interdépendance. On parle également de choc de compétences parce que les secteurs touchés que vous avez cités tous les deux vont nécessiter des transferts d'emplois vers les secteurs qui sont en plein boom, mais ce n'est pas forcément les mêmes compétences, bien évidemment, dans la tech, dans la pharma, dans la santé et ce genre de choses. On a vu d'ailleurs le retard de notre pays en la matière, malheureusement, pour l'instant, mais on se rattrapera. Et donc, moi, je reste un optimiste. Et donc, vous constatez quoi par rapport à la préoccupation de vos clients sur la chaîne de valeur, sur les chaînes de valeur et sur leur façon d'agir? Il y a une course au cash en ce moment. Cette période, elle a pu être cash burning. Donc, c'est tout ce qui va contribuer à reluer la trésorerie des entreprises. Il y a la remise en question des modes d'intervention, des modes de travail. Et puis, il y a plus de proximité, plus de RSE, plus de responsabilité sociale. Il y a une vraie prise de conscience sur ce sujet. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, c'est encore marqué dans l'esprit de chacun. Et assez curieusement, l'individu, le collègue, le salarié, qui a été si loin de nous, des entreprises, pendant cette période, revient un petit peu au cœur des préoccupations. On le voit d'ailleurs sur des entreprises qui ont des logiques de réduction ou d'extension de mètres carrés, de réaménagement de leurs locaux, de création, de renforcement de la marque employeur. Voilà, donc c'est des choses assez pragmatiques finalement. La trésor, les people et l'agilité au service des fluctuations, grandes fluctuations de marché. C'est pour autant des vrais sujets. Et alors, Thibaut, justement, sur les grands arbitrages de type make or buy, est-ce que je sous-traite, est-ce que je réinternalise, est-ce qu'au contraire je réexternalise, est-ce que je suis dépendant, est-ce que je ne suis pas dépendant?
Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport aux clients de Meotech? D'abord, je pense une immense prise de conscience, ça tu vas Ouais. nous le confirmer, plus qu'avant encore. Mais au-delà de ça, c'est quoi les tendances que vous Alors, percevez? la tendance, c'est un peu ce que disait Richard tout à l'heure, c'est avoir d'autant plus de proximité avec ses fournisseurs. Ça, clairement, on l'a vu. Et c'est le côté très complexe hein, depuis maintenant 1 an et demi. C'est qu'à la fois, tout le monde se dit il faut être hyper présent, avoir une vraie proximité avec eux, et puis on ne peut plus les voir. C'est Physiquement? physiquement, tout se fait par visio, tout se fait par Teams, donc c'est quand même très particulier. Et puis là, on est dans une phase de reprise hein, industrielle, on le voit chez beaucoup de nos clients. Alors, au-delà effectivement de ce côté récupération de cash, ben, il y a un côté il faut investir. Parce que si tu veux te transformer, si tu veux évoluer, si tu veux faire avancer ta structure et ta prod, ben, il faut investir dans ton CAPEX. Et donc ça, il y a un vrai sujet là-dessus. Et puis, il y a des secteurs qui repartent. Et on le voit en ce moment, notamment certaines activités dans le secteur automobile. On parle pas mal de PSA, on parle pas mal également de l'aéro qui est en train de repartir. Ouais. Et la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas les matières premières. On le voit notamment sur l'électronique. C'est une catastrophe. Hein, et c'est une toute petite partie quand on parle de l'aéro et de l'automobile, parce que c'est notre fleuron en France au niveau industriel, mais dans plein d'autres activités industrielles, c'est une vraie problématique. Quoi. Les pays asiatiques fournissent plus. Et on est en train de se dire, mais comment on fait quoi? Comment est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Alors, heureusement, en France, on est encore très présent dans le secteur électronique. Il y a plein de belles ETI, des gens comme Tronico, comme Cella, comme Astil Flash dans ces domaines d'activité. On va pouvoir faire relancer toute cette productivité. Mais il y a un vrai sujet, quoi. Alors, c'est intéressant parce que c'est la moitié de votre business model, finalement, tourne autour de la chaîne de valeur, de la supply chain, des achats, de l'organisation. Nous, on s'était connus chez Smooth Go pour le Vélib parisien où vous m'aviez aidé à structurer from scratch hein, et ex abrupto, peut-être ex nihilo d'ailleurs, de structurer une vraie supply chain. C'est comme ça qu'on a eu le plaisir de Ouais. de se connaître. Donc, vous, là, vous devez être effectivement, j'imagine, aux premières loges de toutes ces évolutions et de toutes ces transformations, parce que c'est très profond, bien évidemment. C'est finalement le modèle économique des entreprises qui est en cause en la matière, en fait. C'est de savoir comment ils font évoluer leur écosystème dans les prochaines années et comment ils le transforment surtout, au-delà Ouais, de le faire évoluer. voilà. Avec la problématique de court terme, de ne pas savoir comment ils s'approvisionnent dans les 6 mois qui viennent, quoi. Ouais. Donc, effectivement. Et puis avec des risques nouveaux, comme le disait Richard, est-ce que la pandémie revient, quoi? Et si elle revient, comment est-ce qu'on traite ça? C'est rigolo parce que avant le Covid, on parlait beaucoup à nos clients de PRA, PCA, plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité. On a mis en place ces démarches, c'est un certain nombre de grands clients. Enfin, il y en a beaucoup que ça ne préoccupait pas du tout. Aujourd'hui, ça devient un vrai sujet. Ouais. Bah oui, ouais, ouais. Ouais, c'est bien, ça crée des nouveaux réflexes. Alors justement, euh, est-ce que vous partagez ce sentiment que finalement les chefs d'entreprise ou même les dirigeants qui sont, je dirais, opérationnels, qui sont vos interlocuteurs, est-ce que vous pensez qu'ils, eux, en tant que dirigeants, ils pensent différemment en fait, ils anticipent différemment, ils ont envie d'évoluer? Est-ce que vous voyez ça comme tendance? Ouais. Et clairement, on a vu, il y a une vraie évolution et c'est le sentiment qu'ils partagent avec nous aujourd'hui dans les transformations qu'ils veulent mettre en œuvre. On parlait tout à l'heure de toute la dimension RSE, de tout l'aspect transformation. C'est vraiment leur préoccupation du moment, quoi. Au-delà du cash dont on parlait, qui est le premier sujet, parce Ouais. que c'est le nerf de la guerre. Cash is king. Ouais, exactement. Le deuxième, c'est de se dire comment est-ce qu'on transforme durablement l'entreprise et notamment à la fois le domaine, la production de ce qu'on produit, de ce que produit l'entreprise, et également la transformation en termes ressources humaines, valeurs humaines au sein de l'entreprise. Et puis, ils veulent bosser, nos clients, nos interlocuteurs, Ouais. patrons. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'en découdre, de monter sur le ring et d'y aller. Et ça, c'est chouette. Oui, en fait, ça a redonné vie finalement d'abord à la singularité et d'autre part au fait qu'on pouvait vivre dans une quasi-autarcie parce qu'on avait déjà ce qu'il fallait sur le territoire et que ce n'était pas forcément la peine d'aller à l'extérieur de toute façon. Alors, vous vous êtes associé à mon ouvrage, 21 semaines pour se relever de la crise. Je vous ai sollicité en me disant, bah, j'aimerais bien que vous me donniez votre contribution en tant qu'expert avisé. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, en fait, vous avez accepté de contribuer au livre et à la démarche philosophique qu'il y avait derrière tout ça, en fait?
Bon, alors d'abord, on était très flattés, Arnaud. Merci de nous avoir sollicités dans cette démarche. Merci à vous. Donc, vraiment, on est très heureux, sache-le, d'apporter une modeste contribution à ton bouquin, qui est vraiment top. Enfin, le précédent, moi, je l'ai adoré et j'encourage tout le monde à se le procurer aussi. Moi aussi. Euh, euh, je pense qu'il faut partager ce retour d'expérience. Il faut arrêter de croire que protéger son savoir et son expertise, c'est protéger son pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut communiquer, partager, montrer, démontrer. Et, euh, et on était ravis d'apporter notre vision. Elle peut être parfois un peu différente, ou en tout cas sur des axes métiers un peu différents. Et puis, ça nous a forcé à formaliser un retour d'expérience, à se dire dans tout ça, dans tout ce qu'on fait, ce qu'on produit, tous les outils qu'on utilise, qu'est-ce qui véritablement est important, est essentiel, qu'est-ce qui contribue à cette transformation sur un slot qui est le nôtre et qui est complémentaire avec ceux de nos confrères et amis que tu as sollicités aussi dans ce livre. Vraiment, on en est ravis. Ben, merci. Moi, c'est moi qui vous remercie parce que effectivement, moi, j'aime bien marier les prismes différents et parce que c'est ce qui est effectivement intéressant. Et je suis assez d'accord. Aujourd'hui, si on veut évangéliser, il faut partager. Et je crois que la transformation n'est plus une option pour beaucoup d'entreprises. On voit des accélérations énormes de tendances en tout cas. Et justement, alors au cœur de ce livre, il y a la démarche et mon équation de base, hein, qui est de dire il n'y a pas de changement sans acteurs du changement. Vous êtes souvent des insiders, en fait, dans les entreprises, chez vos clients. Vous êtes des insiders, parfois d'ailleurs sur un temps long, et en tout cas sur des domaines d'expertise. Et donc, pourquoi vous croyez vous-même, on s'est rencontrés sur ces sujets-là, pourquoi vous croyez vous-même justement au fait que on a besoin de l'interne, parce que vous êtes des gens de l'externe qui devenaient des insiders en fait. Hein. Vous vous fondez à l'intérieur, vous n'êtes pas là dans du yaka faucon, hein, je le dis parce que je vous ai vu travailler et on a travaillé ensemble. Vous nous mettez des gens, à un moment d'ailleurs, souvent on les trouve tellement bien en interne qu'on veut absolument les recruter. Attention, Mais je sais. vrai sujet. Voilà. Mais oui, mais tellement ils font partie du quotidien de l'entreprise. Et donc, moi, je trouve ça très intéressant que vous ayez réinventé, en fait, ce qu'est un consultant. Souvent, le consultant, c'est le type qui vient de l'extérieur, qui a un costume quand les autres n'en ont pas forcément, qui fait des rapports, qui dit du yaka faucon. Vous nous avez fait le consultant opérationnel, en fait, qui travaille avec et qui n'est pas dans yaka faucon, faites ceci, faites cela. Et je trouve que cette démarche, elle est intéressante, elle est hyper convergente, elle est différente de la mienne, mais elle est hyper convergente avec la mienne parce que moi je dis, ça doit venir de l'interne. Et on a ce sentiment que vous vous épanouissez en étant à l'intérieur des entreprises. Vous pouvez nous en dire plus justement sur cette méthodologie que vous avez mise au point? Mais il y a une chose qui est importante dans toute transformation, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que doivent faire les entreprises, c'est se transformer pour évoluer et pour faire face à toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et en fait, nos consultants, leur plus grande force, c'est s'adapter. C'est d'arriver dans un environnement qu'ils connaissent absolument pas, de voir un peu comment fonctionne l'entreprise et en 2-3 semaines se dire, OK, j'ai compris, je vois comment ça fonctionne, quels sont les interlocuteurs, et voilà comment est-ce que je peux contribuer aux projets sur lesquels je vais intervenir. Et ça, je pense que c'est notre plus grande force avec un accompagnement de terrain. Et comme tu disais très justement, et ça plaît, je pense à Richard intérieurement, parce que depuis qu'il a créé Meotech, il a toujours dit, nous, on est des doueurs, on est là pour accompagner opérationnellement les projets de nos clients. Donc, on est là à la fois pour leur rendre service, pour réaliser, pour faire aussi parfois à leur place, et pour également apporter du retour d'expérience sur tous les projets sur lesquels on intervient. Et pour nous, ça, c'est la clé de réussite. Et avant tout, et c'est notre ADN, on a une entreprise de service. J'aime bien le rappeler, parce qu'en fait, on est là pour rendre service à nos clients et les faire briller. Souvent, la plupart du temps, nous, nos consultants, ils sont là pour faire en sorte que nos consultants en interne soient mis en valeur par les projets sur lesquels sont intervenus les consultants Meotech. Et c'est ça notre plus grande fierté. C'est un client qui, à la fin du projet, nous dit franchement, merci beaucoup, parce que grâce à vous, le projet s'est super bien passé. J'ai pu, vis-à-vis de ma hiérarchie, vis-à-vis de mes clients,
faire en sorte que le projet soit délivré dans les temps, en respectant le QCD et avec des gens en plus humainement qui sont top. Ça, pour le coup, c'est notre plus grande fierté, je pense. Ouais, je rajouterais que, enfin, pourquoi on devient infirmière, prof ou policier? Je pense qu'on le fait surtout par vocation, parce que on aime le sens qu'il y a derrière ce métier. D'ailleurs, je les salue tous, ils ont tous connu des périodes difficiles Ouais. pendant ces derniers mois et je pense à eux. Bah, je pense qu'on devient, je suis convaincu qu'on devient consultant aussi par vocation quand on en a vraiment envie. C'est-à-dire que Thibaut disait, on est une entreprise de service, on est au service de nos clients, mais c'est vraiment notre ADN, quoi. On pense qu'à ça, gagner des projets, les produire, faire en sorte que nos clients soient fiers de nous et du travail qu'on accomplit ensemble. C'est ça qui nous rend fiers, nous. Après, le reste, la gloire, les médailles, c'est pas notre truc. On veut juste produire, contribuer à améliorer les choses. Voilà, c'est une vocation. Alors, pour la petite anecdote, le projet Vélib parisien, Vélib 2, à partir de celui qui a eu quelques difficultés, mais en tout cas qui s'en est sorti, la personne qui était la colonne vertébrale, le PMO, comme vous dites, était une personne, une jeune femme extrêmement brillante de Méotech, en fait, qui avait été mise en place par vous et qui était fondue au milieu de 3 PDG ou DG des plus grandes entreprises qui étaient Mobivia, Indigo, Moventia et autres, et qui faisait la feuille de route et autres. Et elle était devenue une insider, voilà, une insider complètement fondue dans la masse. Et le projet Vélib est parti, je dirais, bon, grâce à un appel d'offres gagné, mais opérationnellement, il est parti grâce à Méotech quand même. Et après, alors on a eu un long parcours commun. Hein, je pense que je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était 3000 jours ensemble, tout confondu. Ouais, même peut-être un peu plus même à la fin. Peut-être même un peu plus à la Ouais. fin, mais bon, ça a été et notamment toute la supply chain et les achats que vous aviez structurés. Mais à la base, vous aviez lancé ce projet opérationnellement, en fait. Hein. Oui, alors on te doit aussi, Arnaud, d'avoir su nous faire confiance et de ne pas avoir fait cette dichotomie interne-externe. Ton leitmotiv, ça a toujours été de dire il faut que les bonnes personnes soient au bon endroit et qu'elles soient in ou out. C'est pas le sujet et tu as su nous faire confiance. Tu as su aussi les driver parce qu'ils ont beaucoup appris, tous, à ton contact. Et, euh, et on a globalement, Thibaut et moi aussi, appris dans cette expérience. On est une fois de plus très fiers d'avoir participé et vivement la prochaine. Oui, oui, oui. Ben ça, effectivement, il y en aura un. Mais effectivement, vous, l'avantage d'être insider, c'est que, comme Michael Porter, je pense que le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Il vaut mieux être insider que trop à l'extérieur. Alors, comment vous voyez 2021 pour vos clients, finalement? Ouais, c'est assez varié. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le constat sur l'évolution sectorielle. Il y en a encore effectivement qui sont dans des situations un peu compliquées et délicates, clairement, et on espère de tout cœur que ça va repartir pour eux et que la pandémie est déjà derrière nous. Donc ça, c'est la première partie et typologie de clients. Et puis, on a pas mal de clients qui, aujourd'hui, commencent à avoir de belles perspectives et ont un vrai redémarrage de leurs activités. Et là, du coup, c'est un peu, il faut rattraper le retard qu'on a pris pendant 1 an et demi. Donc, c'est vraiment un vrai challenge. C'est un vrai challenge sur les prochains mois qui vont arriver en se disant, c'est un challenge aussi à la fois sur le côté, on va dire, industriel et puis un challenge également humain. Parce que le constat qu'on a fait, dont parlait Richard tout à l'heure en disant qu'il y en a quelques-uns qui, pendant 1 an et demi, ils ont été très loin de leur lieu d'affectation habituel, donc de leur bureau. C'est compliqué de retrouver le quotidien, on va dire, qu'ils avaient il y a maintenant 2 ans. Tout a changé, quoi. Et donc, il faut s'adapter. Et donc, 2021 est un vrai challenge. En tout cas, ils ont envie, ils ont besoin de se reposer parce que néanmoins, c'était extrêmement éprouvant. Et le télétravail, c'est aussi fatigant, voire beaucoup plus que. Ouais. Voilà. En tout cas, le home office, c'est pas une solution pour se la couler douce, hein, et on le sait tous désormais. Mm. Ils ont envie de se revoir, ils ont besoin de se reposer et ils attendent que véritablement ce soit, non pas comme avant, mieux qu'avant. Et je pense que l'été va être encore un peu calme parce que tout le monde a besoin
et si tout se réouvre normalement, on va tous avoir besoin d'en profiter, mais je suis assez confiant sur la rentrée de septembre et sur la reprise des activités. Oui, et puis bon, dites à vos clients que, vous savez, on dit, le titre du livre, c'est 21 semaines, parce qu'on dit il faut 21 jours pour changer une habitude. Alors, c'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est ce qui se dit. Mais en fait, c'est un peu vrai. Et finalement, la démarche de ce livre, c'est un peu comme une cure de remise en forme, en fait. Donc, dites-leur qu'en 21 semaines, ils peuvent complètement se remettre d'aplomb. Bon, je ne sais pas si vous leur signerez qu'en 21 semaines, vous aurez résolu tout ce qu'ils vous demanderont, mais c'est effectivement l'essentiel. En revanche, plus que jamais, c'est clair, il faut avoir une vision 360, très prospective, à la fois inspirante et très deep dive sur les vraies problématiques de l'entreprise, et avoir, comme toujours, la bonne lexicologie. En tout cas, cher Richard et cher Thibaut, un grand merci. Merci pour votre amitié. Merci d'avoir enrichi mon livre et ce site Internet. Un honneur. Et puis, à très bientôt, effectivement, pour de nouvelles aventures, en tout cas. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Arnaud. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.